Dans le grand empire Clique, des bêtes divines légendaires parcouraient autrefois les cieux. Ces animaux sacrés étaient des dons des dieux, et les 4 maisons ducales qui les possédaient étaient vénérées à travers tout le pays. Boum! Mais il y a 500 ans, la maison Moonrefé a subi la colère de sa bête divine pour des raisons inconnues. La bête les abandonna pour toujours, entraînant l'emprisonnement du duc dans une tour tandis que son jeune fils héritait du titre. Le jeune garçon blond se tenait seul, accablé par le poids de l'honneur déchu de sa famille. Les autres nobles chuchotent sous la pluie, déclarant la maison Moonref condamnée et n'étant plus une véritable maison ducale. Pris de pitié pour le jeune duc, l'empereur fit une proposition solennelle. Dans une grande salle, les spectateurs s'interrogent sur le plan de l'empereur, se demandant si l'invocation d'une créature ancienne est trop dangereuse. Un bâton de cérémonie est abaissé au-dessus d'un cercle magique lumineux, préparé pour l'invocation. Une figure encapuchonnée ordonne au jeune duc de commencer l'invocation et il accepte. Le garçon raffermit sa détermination, résolu à saisir cette dernière chance de mettre fin à l'humiliation de sa famille. Il avance, jurant de maîtriser quelle que soit la bête qui émerge et de la revendiquer comme sienne. Vêtu d'une cape, le jeune duc se tient prêt pour le rituel. Ses loyaux chevaliers regardent avec une anticipation solennelle. La cérémonie d'invocation commence par des pas coordonnés et lourds. Thump! Le bâton frappe le sol, et le cercle magique éclate en un éclair de lumière violette. Des tourbillons d'énergie magique sombre s'élèvent en spirale depuis le cercle d'invocation. Le jeune duc est stupéfait par l'énergie écrasante qui émane du sort. Il fixe le vortex, se demandant avec anxiété quelle sera la taille de la créature invoquée. Avec un petit cri, une petite créature sombre aux ailes roses apparaît et trébuche aussitôt, atterrissant avec un bruit sourd. Le jeune duc regarde avec une incrédulité totale le résultat anticlimatique. Ses chevaliers sont tout aussi déconcertés, murmurant avec confusion à quel point la créature semble faible. La minuscule créature piaille, tandis que les chevaliers remarquent qu'elle est bien plus petite que prévu et étonnamment mignonne. Le jeune duc lance un regard soupçonneux, avertissant que son apparence mignonne pourrait être une tactique trompeuse. Le petit dragon, Achille, se redresse et cligne de ses grands yeux roses, se demandant ce qui se passe. Le jeune duc et ses chevaliers échangent des regards confus, complètement déconcertés par la minuscule créature. Achille est allongé sur le sol dur, gémissant que ça lui fait mal après la chute. Réalisant que ce n'est pas un rêve, Achille s'envole dans les airs avec un cri paniqué, tandis que les humains regardent d'en bas. Alors que la créature crie, une main serre instinctivement la poignée d'une épée. Le jeune duc tire son épée, criant à ses hommes de rester calmes et de se préparer au combat. Achille observe les humains en dessous, trouvant étrange de ne pas pouvoir sentir l'aura d'une bête. Avec un choc aux yeux écarquillés, il réalise que ce sont de vrais humains, des créatures qu'il n'avait jamais vues qu'en livre. Un flashback révèle une femme aux cheveux blancs, expliquant à Achille qu'il est destiné à être invoqué et tué par le protagoniste masculin du monde, le garçon qui anéantit toutes les bêtes. Un Achille endormi se niche dans la main de la femme, écoutant à peine. La femme sourit, disant à Achille qu'il peut survivre en suivant ses instructions pour changer l'histoire. Son conseil, réconforter le garçon, devenir son allié, puis réparer la discorde entre lui et son père. La femme continue, expliquant qu'après avoir réparé leur relation, le père du garçon demande. Achille a l'air choqué lorsque la femme conclut qu'il doit alors gracieusement céder le garçon à l'héroïne humaine. La femme demande s'il comprend, mais Achille hoche simplement la tête, somnolent. De retour au présent, Achille flotte au-dessus de la scène tendue, regrettant de ne pas avoir écouté plus attentivement sa mère. Achille se redresse, se souvenant fièrement de 2 choses clés que sa mère lui a enseignées. Dans un éclair de malentendu, Achille se rappelle ses missions principales, le garçon humain et son mari, et son père et son beau-père. Le jeune duc hurle d'incrédulité d'être appelé mari. Alors que les chevaliers commentent à quel point la scène est pitoyable, les yeux d'Achille se remplissent de larmes. Achille se souvient d'une leçon de son professeur, un ours mignon, sur la communication sans mots. Le professeur démontre comment montrer la non-agression en agitant un mouchoir blanc. Suivant le souvenir, Achille sort un petit tissu blanc. Achille agite frénétiquement le mouchoir, criant « Reddition » et déclarant qu'il se rend, interprétant complètement mal la leçon. Le sol gronde tandis que le jeune duc crie un avertissement, sentant que quelque chose d'énorme arrive. Devant une assemblée de chevaliers et un garçon aux cheveux blonds, une petite créature cornue nommée Achille agite en larmes un drapeau blanc, annonçant sa reddition. La petite créature, Achille, poursuit ses cris frénétiques, tout en agitant son drapeau de reddition dans un espace sombre et imposant.
Deux chevaliers observent la scène. L'un note que la créature agite un drapeau blanc, et son compagnon confirme que cela signifie la reddition. Le jeune garçon aux yeux violets et aux cheveux blonds observe silencieusement, se demandant si la créature peut seulement comprendre le langage humain. Achille frissonne pitoyablement, serrant le tissu blanc et ne pensant qu'à sa reddition. Le garçon aux cheveux blonds s'approche de la créature qui sanglote, lui disant d'arrêter de pleurer car il comprend son message. Dans un autre lieu, des silhouettes encapuchonnées observent un artefact magique, tout en discutant des cris de la créature, concluant qu'elle implore simplement pour sa vie. Les yeux d'Achille, remplis de larmes, lèvent le regard avec un désespoir absolu. Un assistant s'exprime formellement dans un grand hall doré, s'excusant de son impudence. Un homme dit fermement au garçon aux cheveux blonds qu'une autre invocation est hors de question, lui rappelant les grandes dépenses déjà engagées. Achille est transporté dans le couloir sur une petite charrette, tandis que les spectateurs murmurent à propos de la bête divine. Tenant la petite créature, le garçon aux cheveux blonds décide qu'il devrait évaluer ses capacités avant de porter un jugement définitif. Les hommes s'arrêtent devant une paire de portes dorées massives et ornées. Maintenant dans une pièce privée, le garçon pose Achille sur un bureau, pensant qu'il est sur le point d'être réprimandé avant de s'adresser à la créature. Le garçon offre à la créature son nom comme alternative à et ce qui trouble Achille. Il se présente formellement, déclarant que son nom est Edenver. Surpris, Achille s'inquiète que les humains soient barbares, mais se sent soulagé, pensant que le fait qu'on lui donne un nom signifie qu'il ne sera pas mangé immédiatement. Edenver fixe intensément la petite créature. Edenver médite sur les pouvoirs potentiels d'une bête divine, imaginant une magie capable de bouleverser le monde ou une force physique incroyable. Tandis qu'Achille secoue la tête nerveusement, Edenver lui demande s'il a le pouvoir de voir l'avenir. Achille ferme les yeux fortement, tandis qu'Edenver attend une réponse. Lorsqu'on lui demande ce qu'il peut faire, Achille démontre qu'il sait grimper et nager, laissant Edenver conclure avec désespoir qu'il est mal parti. Edenver passe une main dans ses cheveux avec frustration, pensant que quelque chose a terriblement mal tourné tandis qu'Achille observe. Terrifié d'être mangé, Achille énumère frénétiquement ses autres compétences, moins divines, comme le chant, et insiste sur le fait qu'il n'est pas bon au goût. La petite créature est assise, abattue, gémissant doucement. Edenver se pince l'arête du nez, l'air complètement exaspéré. Avec un coup, un serviteur annonce que le repas commandé par Edenver est arrivé. Edenver invite le serviteur à entrer, révélant intérieurement qu'il a commandé de la nourriture au cas où le monstre deviendrait fou de faim. Réfléchissant que la créature est de toute façon trop pathétique pour devenir folle, la pensée d'Edenver est interrompue lorsqu'un chariot de service est poussé à l'intérieur. Alors que le couvercle est soulevé d'un plat, les yeux d'Achille s'écarquillent d'horreur absolue à ce qu'il voit. Un petit lapin blanc à l'air triste est présenté sur un lit de salade verte. Voyant la réaction choquée d'Achille, Edenver la prend pour de l'insatisfaction et propose d'apporter un repas plus copieux. Edenver exhorte impatiemment l'Achille tremblant à manger. Achille hurle et saute de la table, incitant un Edenver surpris à avertir que c'est dangereux. La créature se précipite désespérément vers les portes, prévoyant de s'échapper et d'utiliser la magie de retour pour retrouver sa forêt natale. Son évasion est contrecarrée quand Achille réalise que la poignée de porte est trop haute pour être atteinte et qu'il ne peut pas encore voler. Piaillant d'effort, Achille essaye de faire passer son corps par l'étroit interstice entre les portes. La minuscule créature reste désespérément coincée, son corps coincé dans l'interstice de la porte. Tandis que les serviteurs s'extasient sur l'adorabilité de la créature en difficulté, Edenver regarde, peu impressionné, pensant qu'elle est bien trop pathétique pour être une bête divine. Edenver s'approche, appelant Achille par son nom et surprenant la créature coincée. Paniqué par l'approche d'Edenver, Achille décide de s'échapper et de retourner auprès de sa mère. Une puissante énergie rose et ardente commence à émaner du minuscule corps d'Achille. Boum! Une explosion massive de puissance jaillit de la créature. Le souffle d'énergie déchire la pièce, et Achille observe, choqué par sa propre puissance. Les immenses portes ornées ont été complètement arrachées de leur gonds, laissant le personnel et Edenver stupéfaits par la destruction de l'orichalque, soi-disant incassable. Edenver fixe Achille avec une incrédulité totale et demande « Tu viens de cracher du feu ?» Pleurant de terreur, Achille nie frénétiquement avoir eu l'intention de briser la porte. Plus tard cette nuit-là, des ouvriers emportent les portes détruites, tandis qu'un homme s'interroge à voix haute sur l'agitation. Un membre du personnel exprime son incrédulité qu'un minuscule monstre ait pu briser la porte d'orichalque, mais son collègue confirme que c'est bien arrivé. Debout dans une nouvelle embrasure de porte,
Edenver tient Achille tandis que lui et un assistant regardent. Edenver serre Achille contre lui, informant la créature qu'elle restera avec lui jusqu'à ce que la porte soit réparée. Plus tard, Achille somnole paisiblement aux côtés du lapin blanc, soulagé de ne pas avoir été rôti et que son nouvel ami soit en sécurité. Se souvenant de son immense pouvoir, Achille regarde avec suffisance un souvenir de lui-même, crachant une immense colonne de feu. La confiance de la créature s'effondre lorsqu'elle réalise que le mana du monde humain est trop faible pour lancer un sort de retour chez elle. Déterminé à survivre jusqu'à l'arrivée de sa mère, Achille fouille dans une petite pile de jouets, à la recherche de quelque chose de précis. Se souvenant d'un livre emprunté avec sa mère, Achille ouvre un petit portail dimensionnel pour le récupérer du stockage. Payé, il sort triomphalement son prix. Un livre pour enfants intitulé « Comment survivre quand vous rencontrez un humain ». Achille se sent en sécurité avec son guide jusqu'à ce qu'il lise la première règle déroutante. Ne jamais se battre. Fuyez immédiatement. Le livre offre des conseils encore plus déroutants, lui expliquant de ne jamais reculer, mais plutôt d'agir férocement pour imposer le respect. Prenant le conseil à cœur, Achille tape des pieds et émet une série de petits cris déterminés. Pi 3, Achille bombe le torse et adopte une pose menaçante, essayant de se déclarer un dragon féroce. Pia! Tandis qu'Achille poursuit sa démonstration féroce, le lapin blanc observe de côté, l'air complètement déconcerté. La scène se déplace vers une vaste salle dorée, où le son délibéré de pas peut être entendu s'approcher. Marchant dans un couloir, l'aide de camp dit à un autre homme que le duc leur a ordonné de garder le récent incident secret. Un homme blond à moustache entre dans la pièce, suivi de l'aide de camp familier, et Achille reconnaît immédiatement le préposé. L'homme à moustache se moque de l'idée que cette petite chose soit dangereuse, tandis qu'Achille est stupéfait, pensant qu'il ressemble exactement à son mari. L'homme se retourne, exigeant de savoir ce qui vient d'être dit en fixant la petite créature. Paniqué, Achille attrape le lapin et supplie son beau-père de ne pas les manger, insistant sur le fait qu'ils auraient un goût horrible. L'homme nie froidement avoir jamais eu une belle fille comme Achille, laissant la créature complètement confuse. Juste à ce moment-là, Edenver entre dans la pièce et est salué par l'homme plus âgé, qui s'excuse de ne pas l'avoir rencontré à la porte. L'homme à moustache fait un geste vers Achille, faisant remarquer à Edenver qu'il n'a jamais rien entendu d'aussi absurde de sa longue vie. Achille et Edenver sont tous deux stupéfaits par l'évaluation directe de la situation par l'homme. Debout devant les trois humains, une effrayante prise de conscience commence à poindre chez Achille. L'homme plus âgé et Edenver se tiennent ensemble, leurs yeux violets et leurs expressions sévères créant un front intimidant. Dans un flashback, Achille se souvient de l'avertissement de sa mère concernant un humain dont il fallait se méfier, Elkai Moonrefe, le grand-père du personnage principal masculin. Il se souvient que dans l'histoire, Elkai détestait Achille pour ressembler à un wyvern, une créature qu'il insiste ne pas être. De retour au présent, Achille étudie Elkai, se souvenant que sa mère avait également mentionné qu'il était malade. Le regard perçant d'Elkai se pose sur Achille alors qu'il va droit au but, demandant quelle capacité il possède. Il poursuit, demandant s'il possède une force immense ou s'il peut manier habilement la magie. Achille bombe fièrement son petit torse, se préparant à montrer sa véritable puissance. Edenver prend la parole, confirmant à l'homme plus âgé que le nom de la créature est Achille, et qu'elle ne mentait pas sur son pouvoir. Un flashback ardent montre le moment où le souffle d'Achille a brisé la porte d'Orichalque, soi-disant indestructible. Elkai tourne brusquement la tête, choqué par la révélation. Mal interprétant son expression comme de la colère, Achille panique, convaincu que son grand-père est sur le point de le cuisiner. Elkai couvre sa bouche, contemplant silencieusement l'étonnante nouvelle. Pique! Baissant les yeux, Elkai rejette intérieurement la créature comme une « pauvre petite chose », ce qu'Achille semble entendre, couinant de fureur. Achille tape furieusement des pieds, profondément offensé par l'insulte envers toute sa lignée de dragons. Bic! Les yeux du petit dragon brillent de fureur, alors qu'il se résout à montrer au vieil homme à quel point il est vraiment féroce. Elkai, peu impressionné, se demande pourquoi cette minuscule chose fait tant de chichi. Achille se souvient soudain d'un conte de fées où un dragon noir donne une leçon à un grand-père en l'enlevant, et une idée lui vient. Adoptant une posture de bond, la petite créature fait face à l'homme qui est maintenant assis stupéfait sur le sol. Jetant un coup d'œil derrière le lapin, le regard déterminé d'Achille révèle qu'il est engagé dans son plan. La créature et son compagnon lapin foncent à travers la grande pièce. Pendant ce temps, deux hommes se promènent dans un long couloir ensoleillé, discutant entre eux. L'un des hommes rit, se rappelant comment la créature l'a traité de morve,
une insulte que son compagnon trouve parfaitement appropriée. Fumant d'avoir été la risée de son grand-père, Achille jure d'administrer sa punition rapidement. La colère de la créature s'évanouit immédiatement à la délicieuse pensée des fraises qu'on lui prépare. Après une brève distraction, Achille se recentre sur sa mission, marmonnant morve, tout en esquissant ses plans. Achille parcourt ses notes avec un regard déterminé, confiant d'avoir rassemblé suffisamment d'informations pour procéder. La petite créature lève les yeux avec attente, une faible lueur en forme de diamant apparaissant sur le bavoir autour de son cou. Achille gît, le visage dans une flaque de désespoir, pensant que tout est fichu, tandis que le lapin blanc l'observe tristement. La scène se déplace vers une pièce opulente et ensoleillée, où une voix appelle le duc. Un domestique présente un petit objet tombé à Edenver, suggérant qu'il appartient à Achille. Edenver regarde l'objet, se demandant discrètement s'il serait approprié qu'il y jette un œil. Il examine un dessin d'enfant, incapable de déchiffrer l'écriture, mais remarquant qu'il dépeint joyeusement un écaille cornu de diable, et montre qu'Achille a exploré. Tenant une tasse, Edenver sourit chaleureusement, ressentant un sentiment de soulagement et de joie. L'ambiance s'assombrit alors que la scène coupe sur un château massif, battu par un violent orage. Edenver regarde la pluie battante par la fenêtre, pensant avec inquiétude que la pluie a démoralisé Achille. En revanche, l'esprit d'Achille s'envole à la délicieuse pensée de fraises fraîches. Voyant la créature trotter joyeusement à ses côtés, Edenver sourit, réalisant qu'il s'était inquiété pour rien. Un magnifique assortiment de desserts aux fraises est présenté, comprenant un panier rempli de fruits et plusieurs gâteaux délicats. Submergé par cette vision glorieuse, Achille s'évanouit de pur bonheur. Edenver sourit en ramassant délicatement la créature extatique et frétillante. À table, Achille déclare furieusement que ce n'est pas une crotte de nez, incitant Elcaï à interdire fermement de tels propos au dîner. Elcaï renvoie la créature avec mépris, se demandant pourquoi il doit continuer à regarder une chose si impolie. Edenver observe nerveusement, pensant que son grand-père n'est pas d'habitude si têtu, et attribuant sa mauvaise humeur à la pluie. À la demande d'Edenver, Elcaï se détourne, mais accepte à contre-cœur d'attendre un peu plus longtemps. Une voix invisible offre des mots d'encouragement, qui sont accueillis par un vœu solennel de ne pas décevoir. Pi! Pi! Achille est assis joyeusement à table, grignotant avec contentement une part de gâteau aux fraises. Elcaï dit à Edenver qu'il prévoit une promenade dans le jardin d'automne pour demain, ce qu'Achille entend, et décide avec enthousiasme de rejoindre. Le dîner se termine avec Elcaï conseillant à Edenver de bien dormir, et Edenver accepte docilement. Les yeux d'Achille brillent d'une nouvelle idée alors qu'il s'imagine en détective brillant en mission secrète. Maintenant entièrement vêtu d'une minuscule tenue de détective, Achille pose avec sa loupe, prêt à commencer l'enquête. Le minuscule détective commence sa surveillance en jetant un coup d'œil derrière un grand buisson de feuilles d'automne. 10 jours plus tard, le domestique aux cheveux sombres se promène avec Elcaï dans le jardin, remarquant qu'il a bonne mine, un compliment qu'Elcaï rejette. Le domestique se souvient de sa première impression d'Achille, admettant qu'il pensait d'abord que c'était un bébé wyvern. Il médite que si la créature n'est qu'un petit reptile, son étrange comportement aurait plus de sens. La façade sévère d'Elcaï se fend d'un sourire, alors qu'il décrit avec tendresse comment la petite créature grignote adorablement des fraises. Alors qu'ils continuent leur promenade, Elcaï concède que, au moins, il admettra que la créature est joyeuse. Il se plaint ensuite de ses habitudes étranges, comme insister pour être appelé « grand-père » et porter une coquille d'œuf sur la tête. Malgré ses marmonnements, Elcaï éclate d'un rire chaleureux, admettant finalement qu'Achille est une petite chose amusante. Le domestique réfléchit silencieusement que la longue vie d'Elcaï sur le champ de bataille et la distance de sa famille l'ont laissé impréparé. Foin sans absolument aucune immunité à la mignonnerie, alors qu'un Elcaï rougissant est mentalement envahi par d'adorables fantômes d'Achille. Pendant qu'il marche, le domestique informe Elcaï que quelqu'un va les rejoindre sous peu. L'expression d'Elcaï devient sombre, son autorité d'aîné de la famille passant au premier plan. Il ordonne que la personne soit envoyée sur le champ, indépendamment de ce qu'elle fait. Au loin, Achille arrive en courant à travers le jardin, appelant avec enthousiasme son grand-père. Juste au moment où il s'approche, une voix de femme l'interpelle, demandant à Achille d'attendre et de venir avec elle. Achille est arrêté par un homme blond en costume gris, qui dit mystérieusement à la créature qu'elle comprendra si elle le suit. Elcaï intervient, ordonnant sévèrement à l'homme blond de rester sur place, ce qu'il accepte nerveusement. L'homme blond part avec Achille, avertissant la créature qu'elle sera punie si tout cela est pour rien.
Ils arrivent devant une paire de portes ornées, qui se referment de manière menaçante derrière eux. Achille se tient fièrement dans un grand hall, pensant avoir réussi à kidnapper grand-père, tandis que son véritable captif, l'homme blond, le regarde sans être impressionné. Ailleurs, dans un grand domaine, un homme invisible hurle de frustration à propos du faible monstre invoqué d'Édenver. Un homme aux cheveux bruns frappe son poing sur son bureau, souhaitant que la créature invoquée ait été tuée immédiatement. Il s'arrache les cheveux d'angoisse, se plaignant d'être trop occupé à établir des contacts pour s'occuper de cette farce de bête divine. Un aide de camp rapporte que, bien qu'il doute de la divinité de la créature, elle est surveillée, car elle a craché une grande flamme, attirant l'attention de l'homme. Pendant ce temps, 2 hommes inspectent la porte d'orichalque brisée, reconnaissant que les rumeurs doivent avoir une part de vérité, compte tenu des vastes rénovations. Un souvenir amer refait surface, montrant des cartes à jouer de 2 frères, tandis que l'orateur déplore que son frère beau mais incompétent soit nommé prochain duc. Le frère amer bouillonne de ressentiment, se souvenant d'un jeune garçon bien habillé et déplorant d'être éclipsé par une autre famille. Dans un bureau, l'aide aux cheveux bruns informe le conspirateur blond que le monstre ressemblait à un wyvern, ce que le conspirateur confirme. L'aide fait remarquer que le père du conspirateur, un chasseur de wyverns réputé, ne dégainerait même pas son épée contre la créature. Comme prévu, déclare le conspirateur blond avec un sourire en coin, saisissant une bouteille de vin rouge sur une étagère. Il sourit de satisfaction, admirant la bouteille de vin qu'il a choisie. Le conspirateur est soudain indigné, trouvant absurde que son père froid et insensible puisse montrer la moindre gentillesse à la créature. L'aide questionne le conspirateur, lui rappelant sa promesse de ne pas transformer la créature en bête divine. L'aide accuse avec colère le conspirateur d'avoir toujours eu l'intention d'en faire une bête divine, ce à quoi l'homme désemparé n'a pas de réponse immédiate. Un regard sombre traverse le visage du conspirateur, alors qu'il suggère que la créature, en devenant une bête divine, pourrait être une opportunité pour eux. L'aide élabore un scénario où leur seigneur tue la créature, le présentant comme l'abattage héroïque d'un protecteur de forteresse. Le conspirateur signale une faille, craignant d'être blâmé pour la mort d'une bête divine, ce qui incite son aide à s'excuser rapidement. Avec un sourire sinistre, le conspirateur révèle son vrai plan: tuer la créature avant qu'elle ne devienne une bête divine. Il se verse un verre de vin, expliquant qu'il enverra son propre gardien à la forteresse à sa place pour accomplir l'acte. Alors que ces hommes courent vers la forteresse, l'ombre d'un ours massif et monstrueux plane haut et mineusement sur eux. Le conspirateur donne froidement son dernier ordre pour la mission: simuler une autodestruction et faire semblant de s'échapper. Lorsque l'aide s'inquiète que le duc puisse simplement invoquer un autre monstre, le conspirateur écarte l'idée avec confiance, citant un manque de fond. Le conspirateur blond lève son verre pour un toast, certain qu'avec la disparition de la créature, la chute d'Édenver est assurée. De retour avec Achille, l'homme blond est ligoté au sol, tandis que la minuscule créature se tient triomphalement devant son captif. Avec un éclat déterminé dans les yeux, Achille se prépare à montrer à son grand-père à quel point il peut être redoutable. L'homme captif se débat contre ses liens, se demandant pourquoi la petite créature s'est en quelque sorte emmêlée dans la corde avec lui. Alors qu'Achille et le lapin tournent joyeusement autour de lui, l'homme, peu impressionné, observe avec une expression impassible. L'homme ordonne sévèrement à Achille de descendre, car la créature s'est maintenant confortablement installée sur ses genoux. Biou. Sa sévérité vacille, alors qu'il tend hésitamment la main pour caresser la créature, surpris par la douceur de son toucher. Il tient doucement Achille, qui ordonne à son grand-père de rester immobile pendant qu'il prépare sa démonstration de férocité. L'imagination de l'homme s'emballe, se représentant Achille chantant adorablement, jouant avec une balle et grimpant aux arbres pour des glands. Submergé de joie par ces adorables images, il lève les mains en un geste de pure délice. Revenant à la réalité, il tient un Achille immobile, qui réalise avec inquiétude que son grand-père a cessé de bouger. Le minuscule dragon se dégage de sa prise, déterminé à enfin libérer son côté féroce sur son captif. Achille rayonne fièrement tandis que son captif, l'homme blond, est assis en tailleur, l'air totalement ennuyé par toute cette épreuve. Un panier tentant rempli de fraises fraîches et mûres est présenté au petit dragon. Dans un étonnant déploiement de concentration, Achille se détourne du panier, disant à son compagnon lapin qu'ils mangeront plus tard. L'homme blond observe amusé comment Achille abandonne son plan et dévore une fraise entière en une seule bouchée. Il continue d'observer Achille et le petit lapin qui grignotent joyeusement les fraises ensemble. En un instant,
Le panier est complètement vide, ne contenant rien d'autre qu'un tas de feuilles de fraises vertes. Tenant le panier désormais vide, Achille fond en larmes, se lamentant de désespoir sur les friandises disparues. Le cœur brisé, la minuscule créature traîne les pieds le long d'un grand couloir vide, souhaitant être seule avec son chagrin. Achille se tient abattu dans l'obscurité, rempli de regrets et concluant qu'il n'aurait pas dû enlever grand-père. À travers ses larmes, Achille se lamente de n'avoir eu qu'une seule fraise, et d'avoir complètement échoué à montrer son côté dragon redoutable. En jetant un coup d'œil au coin, Achille surprend une conversation inquiète concernant l'arrivée imminente de l'envoyé ours dangereux du comte Biante. Deux servantes s'inquiètent de la nouvelle, doutant que le duc puisse empêcher l'envoyé d'entrer dans le palais. Un minuscule esprit aux cheveux violets apparaît pour encourager Achille, qui se résout à prouver qu'il est un dragon vraiment terrifiant. Alors qu'une calèche avec un ours en cage arrive, un jeune garçon blond prévient que l'ours de son oncle est dangereux et doit être accueilli par un chevalier d'escorte. Le garçon tapote le visage d'Achille qui pense que son mari est trop protecteur, confiant qu'il peut gérer un ours seul. Un bel homme aux cheveux bruns vêtu d'un uniforme blanc et violet s'avance et se présente formellement comme Dylan. Le jeune garçon observe Achille bomber le torse, insistant sur le fait qu'il n'a pas besoin d'escorte. Achille se présente fièrement à Dylan, qui sourit chaleureusement et dit qu'il est impatient de travailler avec la créature. Achille imagine Dylan courant à travers la foule, répandant avec enthousiasme des rumeurs sur la férocité avec laquelle il a vaincu l'ours. En y regardant de plus près, Achille remarque que la main de Dylan tremble et se demande innocemment si le pauvre chevalier a froid. Dylan est figé d'horreur, paniquant intérieurement à l'idée humiliante d'être le chevalier d'escorte d'un lézard. Un flashback révèle un jeune Dylan en pleurs, terrifié par un minuscule lézard, expliquant sa peur profonde. Eh bien, cela devrait être un partenariat intéressant. Dylan transpire d'anxiété, pensant que quitter ce travail pourrait le faire renvoyer de sa famille. Debout dans un grand hall, Dylan a l'air abattu, ses pensées toujours tournées vers la petite créature, Achille. Achille trottine après la jambe de Dylan, sa détermination silencieuse, marquant le début de sa mission d'escorte auto-attribuée. Quand Dylan demande où il va, Achille déclare fièrement qu'il suivra le chevalier partout. Tandis que Dylan se demande pourquoi la créature le regarde si attentivement, Achille reflète la pensée, tout aussi confus. Se souvenant des louanges de ses jours de maternelle, Achille pousse un puissant cri et met en pièces un mannequin d'entraînement, choquant Dylan. Dylan tressaille d'incrédulité, alors que des éclats du mannequin pulvérisé volent devant son visage. Avec une vitesse et une puissance surprenantes, Achille démolit un autre mannequin d'entraînement en bois dans un tourbillon de mouvements. Achille se tient fièrement après avoir asséné un coup de pied final, tandis qu'un Dylan stupéfait marmonne à propos de l'immense force de la « petite chose ». Tandis que des chevaliers invisibles déplorent la destruction du terrain d'entraînement, un minuscule Achille coupable s'excuse humblement pour le désordre. Dans un souvenir de style chibi, un autre chevalier dit avec sympathie à Dylan qu'il a obtenu un bon poste, mais qu'il sert un vrai fauteur de troubles. De retour au présent, Dylan tient un jouet baguette à plumes avec une expression de pure exaspération. « Couille !» Achille bondit avec enthousiasme vers le jouet à plumes, les yeux grands ouverts de joie espiègle. Dylan s'assied résigné sur le sol, regardant Achille poursuivre énergiquement le jouet qu'il balance. Voyant l'énergie inépuisable de la créature, Dylan croise les bras, observant qu'elle joue maintenant toute seule. Le petit lapin blanc se joint à la fête, donnant de petits coups espiègles à Achille alors qu'il roule sur le sol avec le jouet. Blottissant le jouet, Achille décide qu'il doit offrir quelque chose de précieux à son nouvel ami humain. Le minuscule dragon se retourne et conjure un portail violet foncé tourbillonnant au milieu de la pièce. Alors que des pièces d'or s'écoulent du portail, Achille les présente fièrement comme un cadeau que Dylan devra chérir. Un gros plan révèle une grande pièce d'or avec d'adorables gravures d'animaux, tandis qu'Achille flotte joyeusement à côté. Achille dit avec enthousiasme à Dylan qu'ils ont un endroit important où aller, laissant le chevalier l'air confus. Tandis que Dylan marche dans un couloir, Achille le suit de près, le faisant taire pour maintenir la discrétion. Le petit dragon renifle le sol avec attention, annonçant qu'il peut sentir son ami tout près. Dylan baisse les yeux, perplexe face au comportement étrange d'Achille, tandis que la créature le regarde d'un air interrogateur. Le chevalier désigne le long couloir, expliquant qu'une bête ours sacrée très dangereuse se trouve devant. Il poursuit, déclarant que bien qu'il soit confiant de pouvoir le vaincre, son devoir est de protéger Achille de tout danger.
Repérant soudainement quelque chose derrière un rideau, Achille pousse un petit cri, alertant Dylan d'une présence cachée. Kung! Avec un rugissement formidable, un ours massif aux yeux rouges jaillit de sa cachette. Dylan dégaine instantanément son épée, criant à Lord Achille de se mettre derrière lui pour sa protection. Déterminé à réussir sa première mission du duc, Dylan jure de protéger Achille mais se fiche de terreur. Achille flotte calmement en avant, les bras croisés tandis qu'une puissante aura rose tourbillonne autour de son petit corps. Avec un fracas assourdissant, Achille s'écrase contre l'ours massif, l'envoyant traverser l'air de côté à toute vitesse. Dylan hurle le nom d'Achille d'horreur, tandis que l'impact brise le mur orné du palais. Après coup, Achille se tient victorieusement au-dessus de l'ours inconscient et demande fièrement à Dylan s'il a vu sa force. Debout au milieu des décombres, un Dylan stupéfait ne peut que marmonner « point non » dans une incrédulité totale. Son choc se transforme en panique quand il voit un groupe de personnes, dont Elkaï et le jeune garçon blond, s'approcher à travers le mur détruit. Le jeune garçon blond regarde, son expression remplie d'inquiétude face à la scène de destruction. Dylan se présente formellement comme le chevalier d'escorte de Lord Achille, confirmant que la minuscule créature a affronté l'ours seul. Un noble blond à moustache écoute tandis que Dylan se lamente d'avoir été protégé par Achille, se sentant un chevalier disqualifié. Le noble moustachu ordonne sévèrement à son aide de découvrir qui était responsable de l'ouverture de la cage de l'ours. Dans un flashback, l'ours se souvient avoir été réprimandé par Achille pour avoir mangé salement, ce qui l'incite à s'allonger de honte. Chevauchant le dos de l'ours, Achille et une autre petite créature décrivent avec animation un homme barbu aux yeux bridés. Achille réalise que la personne qu'ils ont vue était un humain, juste au moment où le noble moustachu reconnaît la description comme celle d'un des serviteurs de Biantet. Le noble moustachu se tourne vers Achille, exigeant de savoir comment il a obtenu cette information. Déterminé à ne pas être une balance, Achille décide qu'un petit mensonge pieux est nécessaire pour protéger son nouvel ami, l'ours. Enragé, le noble moustachu ordonne que le serviteur soit retrouvé et amené à lui immédiatement. Le noble se tourne pour partir, déclarant qu'il a d'autres questions à poser concernant la situation. Tandis que Dylan essaie doucement de faire avancer Achille, une personne invisible lui crie avec impatience de se dépêcher. Elkaï s'éloigne avec Dylan à sa suite, tandis qu'Achille traîne derrière, appelant son grand-père à l'attendre. Le jeune garçon blond reste seul, serrant un tissu tandis qu'il contemple le fait qu'Achille a réellement combattu l'ours seul. Le jeune garçon blond serre un tissu, une légère rougeur sur ses joues, alors qu'il semble perdu dans ses pensées. Dans un flashback, l'esprit aux cheveux violets s'interroge furieusement sur qui aurait délibérément ordonné à un serviteur d'ouvrir l'enclos de l'ours. À genoux devant son père, un homme blond insiste que tout n'était qu'un malentendu, mais on lui dit qu'il n'est plus apte à superviser les reliques sacrées. Le noble moustachu donne à son fils un ultimatum de 3 jours pour transférer toutes les reliques à Edenberg. L'homme blond plaide que ce n'était qu'une simple erreur et, puisque personne n'a été blessé, la punition est trop sévère. Son père le regarde froidement, remettant en question la nécessité de 2 figures puissantes, ou soleil, au sein d'une même maison. Depuis une cellule de prison, un homme aux cheveux blancs déplore que son ambition de devenir le nouveau duc de Moonreef ait été contrecarrée par la triviale erreur de son fils. Un autre homme blond réprimande avec colère son associé, exigeant de savoir comment il a imprudemment permis à son père de découvrir leur complot. Il gesticule incrédule, se demandant comment le lézard mutant a survécu et que son propre homme se soit effondré à la place. Se souvenant comment il a drogué l'ours sacré pour le rendre plus agressif, il conclut que le résultat défie toute logique. Il exige de savoir si Dylan est un garde du corps capable, et son associé confirme que les compétences du chevalier sont respectables. L'associé ajoute nerveusement que même un chevalier habile comme Dylan n'aurait pas pu vaincre l'ours sacré drogué. Slam! Le noble enragé se demande ce qu'est le lézard mutant, soupçonnant qu'il a utilisé quelque chose de plus fort que sa drogue, tandis que son subordonné promet d'enquêter. Debout au bord d'une falaise sous les étoiles, le premier homme blond sent que son père l'a poussé à bout, ayant perdu sa bête sacrée et sa position. Désormais identifié comme Lord Biantet, le noble demande à une femme agenouillée si elle est venue implorer la vie de son mari. La femme supplie désespérément la miséricorde de Lord Biantet, insistant sur le fait que son mari ne faisait que suivre ses ordres. TSK. Lord Biantet fronce les sourcils, disant à la femme qu'elle aurait dû gérer l'affaire correctement dès le début. Cédant, il lui offre une dernière chance d'expier la faute de son mari par ses propres actions. La femme lève les yeux, terrifiée,
demandant en larmes ce qu'elle est censée faire. Lord Biante l'informe qu'il organisera une rencontre avec son père dans 2 jours à midi. Il lui donne une fiole de poison avec un seul ordre glaçant: le verser dans le vin de son père et le tuer. De retour au présent, Achille s'affaire dans une pièce somptueuse à la recherche de son mouchoir disparu. Wouch! Le petit dragon plonge sous un coussin de canapé dans sa quête, réalisant avec consternation qu'il n'est pas là. Achille a l'air abattu, pensant à la façon dont sa mère a confectionné le mouchoir maintenant perdu, et combien il lui manque. Entendant quelqu'un entrer, Achille se redresse pensant « Marie ?» alors que la personne est invitée à entrer. Le jeune garçon blond entre dans la pièce, son expression sombre, tandis qu'il franchit le seuil. Il remarque les yeux rouges d'Achille et propose de partir si l'animal est fatigué. Mais la petite créature dit que ça va. Alors qu'Achille demande « Pilla ?» le garçon commence à parler au petit dragon, qui tient un petit tissu plié. Le garçon raconte les récents exploits incroyables d'Achille, cracher du feu et vaincre l'ours sacré, reconnaissant son immense force. Assis sur le canapé, il conclut pensivement que la petite créature a certainement fait grand bruit dernièrement. Il ajoute qu'avec une telle puissance, Achille aurait pu facilement le vaincre, lui ou les chevaliers. Achille bombe le torse, pensant qu'en tant que dragon astucieux, il ne se laissera pas berner par de telles flatteries ridicules. Le petit dragon affirme intérieurement qu'il ne faisait que montrer de la miséricorde aux faibles humains, car c'est un dragon puissant et redoutable. Le jeune garçon blond serre sa veste, une résolution soudaine traversant son visage. Achille présente joyeusement le mouchoir au garçon, acceptant poliment ce qu'il semble considérer comme un cadeau. Le garçon pense qu'il pourrait regretter son choix, mais en regardant le scintillant Achille, il est captivé. Un gros plan révèle les yeux adorateurs et scintillants d'Achille, que le garçon s'en remplit de lumière et uniquement focalisé sur lui. Il récite une bénédiction poétique sur le clair de lune illuminant l'obscurité, déclarant que c'est son devoir en tant que chef de la maison Moonref. Le jeune garçon se tient formellement devant Achille, une main sur le cœur, comme s'il faisait un vœu solennel. Achille lève les yeux, complètement confus, un grand point d'interrogation apparaissant à côté de sa tête. Le garçon estime que ces paroles pourraient être trop complexes pour qu'une si jeune créature les comprenne. Soudain, les yeux d'Achille s'écarquillent avec une étincelle d'inspiration, comme s'il avait eu une grande révélation. « Pilla !» s'exclame Achille, déclarant joyeusement sa nouvelle ambition. Il veut devenir une bête sacrée pour que les humains ne le méprisent plus. Agenouillé devant le petit dragon, le garçon demande doucement si c'est vraiment ce qu'il veut. Il soulève doucement Achille dans sa main, une lumière chaude et douce les enveloppant tous les deux. Les yeux du garçon s'écarquillent de surprise, une rougeur se répand sur son visage alors qu'il regarde la créature. Achille déclare ne pas aimer les maris, laissant le garçon complètement perplexe. Dans un flashback vers une forêt luxuriante, Achille se souvient des mots de sa mère sur le fait d'appeler un humain son mari et ce que le mariage signifie pour les hommes bêtes. Le garçon sourit doucement à l'explication, concluant qu'Achille doit également être destiné à un mariage contractuel. Il réfléchit tristement à son propre passé, croyant que sa famille a été ruinée parce qu'il manquait d'une mère douce et se sentait indigne d'être aimé. S'atteste. Le jeune garçon blond réfléchit au destin d'une fille aux cheveux violets, qui déplorait que son mariage arrangé était le seul moyen de sauver sa famille. Le garçon est surpris quand Achille lève les yeux et déclare qu'il est son mari préféré parmi tous les humains qu'il connaît. Alors que le garçon se demande combien d'humains Achille pourrait bien connaître, le petit dragon reste ostensiblement silencieux. Piou. Le garçon regarde Achille, son expression s'adoucissant. Achille ouvre grand les bras dans un geste joyeux et de célébration. S'agenouillant devant Achille, le garçon accepte formellement le mariage, pensant que d'être le premier parmi 10 est tout de même assez remarquable. Achille est troublé par l'idée du mariage, tandis que le jeune garçon blond sourit sournoisement. Le jeune garçon blond jette un coup d'œil au coin d'une rue, son sourire charmant suggérant des intentions espiègles. Recroquevillé sur un oreiller, Achille dort paisiblement, laissant échapper un doux pipia. La scène se déplace vers une pièce opulente, où une femme en robe sombre se tient silencieusement, assistée par une femme de chambre. Alors qu'une main cherche une bouteille de vin, le noble blond, Lord Biante, observe attentivement de loin. Un aide confirme que tous les préparatifs sont terminés, tandis que Lord Biante sourit d'un air suffisant, pensant qu'il a attendu assez longtemps pour que ce moment réussisse. Surpris, Lord Biante arrête tout, exigeant de savoir ce qui a été apporté dans la pièce.
Le noble moustachu soulève Achille, expliquant qu'il a amené la créature pour qu'ils puissent apprendre à se connaître. Lord Bianté force un rire, saluant le petit lézard, tandis que son père le corrige. Bianté fulmine intérieurement de sa présence. Tandis que le noble moustachu tient un Achille calme, Lord Bianté ne pense qu'à la façon de faire boire la liqueur au vieil homme. Achille note joyeusement son amour pour les fraises, tandis que le noble moustachu promet qu'il recevra toutes les friandises qu'il désire. Lord Bianté est assis rigidement à table, une sueur nerveuse perlant sur son front. De l'autre côté de la longue table à manger, Lord Bianté se fait violence, pensant qu'il doit mener son plan à terme. Feignant l'obéissance, Lord Bianté sourit et demande à son père quand il n'a jamais désobéi, pensant que c'est un petit prix à payer. Lord Bianté offre à son père la bouteille de vin, l'invitant à partager un verre après si longtemps. Tenant Achille, le noble moustachu refuse le vin, demandant du jus de raisin à la place, et laissant son fils stupéfait. Le noble moustachu tapote affectueusement la tête d'Achille, remarquant que ce n'est qu'un bébé. Avec un sourire forcé, Lord Bianté insiste pour que son père prenne au moins un petit verre. Les pensées intérieures de Lord Bianté révèlent son profond ressentiment envers le pouvoir absolu de son père et son chouchoutage du monstre bizarre. Ne pouvant plus le supporter, il décide de reprendre sa place légitime et offre une nouvelle fois à son père un verre avec un regard sombre. Le noble accepte finalement, mais au moment où le vin est versé, Achille détecte une odeur étrange et lui avertit de ne pas le boire. Le noble moustachu s'arrête, verre en main, considérant le regard inquiet d'Achille. Il boit le vin quand même, remarquant immédiatement son goût étrange et amer qui lui picote la langue. Confus par l'horrible goût, le noble se demande de quoi est fait le vin, tandis qu'Achille le regarde interrogativement. Soudain, le noble s'étouffe, crachant du sang tandis qu'Achille crie son nom, terrifié. « Grand-père » Achille s'écrie à nouveau alors que le noble empoisonné s'effondre, le verre de vin se brisant à côté de lui. Plus tard, alors que le noble est mourant, un aide à lunettes dit à son fils et au jeune garçon de se préparer mentalement. Les yeux du jeune garçon blond s'écarquillent sous le choc de la sinistre nouvelle. Une fiole ornée de poison appelée « soupir d'ange » est décrite comme offrant une mort paisible et indolore avec une seule goutte. Lord Bianté hurle dans le déni, clamant qu'un poison sans antidote ne peut exister, tandis qu'un minuscule esprit aux cheveux violets le nargue en évoquant son arrestation pour parricide. Il s'effondre de regret. Achille repose sur la poitrine du noble, l'appelant avec inquiétude. Lord Bianté se lamente au chevet du lit tandis que le jeune garçon et l'aide veillent sur la scène tragique. Un Lord Bianté affolé se tourne vers le jeune garçon blond, qui demande calmement ce qui ne va pas. L'aide explique que d'anciens textes parlent d'un prêtre au pouvoir divin, né un jour spécial, capable de ranimer les mourants. Il poursuit en disant que les saints du passé étaient de telles personnes, mais qu'il n'en est qu'un par siècle. Lord Bianté désespère face aux chances impossibles, mais le jeune garçon blond le contredit fermement. Le garçon raisonne que puisqu'un siècle entier s'est écoulé depuis la mort de la dernière sainte, une nouvelle pourrait déjà exister. Lord Bianté demande désespérément à l'aide s'il n'y a vraiment pas d'autre antidote. Le jeune garçon blond prend les commandes, ordonnant à ses hommes de trouver le prêtre prophétisé par tous les moyens nécessaires. Lord Bianté insiste sur le fait qu'il devrait attraper le coupable, mais le jeune garçon rejette sa préoccupation. Avec un regard de pure détermination, le jeune garçon blond déclare que trouver le prêtre est la priorité absolue. Alors que le garçon s'en va, Lord Bianté fulmine, le traitant de bâtard arrogant et jurant de mettre fin à son règne bientôt, ignorant qu'Achille écoute. Bon sang! Lord Bianté sursaute sous le choc, réalisant que le petit dragon a été présent tout le temps. TCH, va-t'en! Hurle un Lord Bianté enragé, repoussant Achille d'une claque tandis que la petite créature tombe douloureusement au sol. Alors qu'Achille lève les yeux du sol, un petit esprit aux cheveux violets demande pourquoi quelqu'un serait en colère contre elle. Achille observe le jeune garçon blond de loin, pensant que son mari a l'air incroyablement triste. La petite dragonne se souvient de la promesse de son mari de faire d'elle la chef de la Moon REPE accent aigu. Elle se souvient alors avec tendresse comment son grand-père, bien que la traitant de choses croûteuses, lui donnait toujours des fraises. En voyant la tristesse de son mari, les yeux d'Achille se remplissent de larmes, ressentant profondément sa peine. Avec une nouvelle détermination, Achille décide que cette triste situation ne peut durer, et jure que son grand-père doit être sauvé. La scène se déplace vers une chambre paisible, où Achille dort profondément dans un petit berceau à côté d'un ours en peluche. Soudain, les yeux d'Achille s'ouvrent en un éclair de brillante réminiscence. Dans un flashback, sa mère aux cheveux blancs est vue lisant un grand livre,
rappelant à Achille une histoire qu'elle lui a racontée autrefois. Achille se souvient d'un détail clé de l'histoire, une apprentie prêtresse aux cheveux roses. Le souvenir continue, notant que la prêtresse avait environ le même âge que le protagoniste masculin de l'histoire. De retour dans le présent, Achille se demande où trouver cette protagoniste et comment elle pourrait bien quitter le château. En pleurant, Achille s'inquiète que si l'héroïne ne peut pas guérir son grand-père, son mari sera terriblement déçu. Un chevalier aux cheveux bruns apparaît soudainement, demandant ce qu'elle fait là. Achille le reconnaît et décide d'être aussi gentil que possible. Achille arbore son sourire le plus charmant et angélique, espérant séduire le chevalier. Le chevalier tressaille, complètement pris au dépourvu et troublé par l'adorable soudaineté de la petite créature. Achille demande au chevalier s'il sait où vivent les prêtres. Il balbutie qu'il réside au temple et demande pourquoi elles veulent savoir. Le chevalier ouvre la marche, disant à Achille de le suivre, tandis que la petite dragonne trotte derrière, réalisant qu'il quitte le château. Maintenant dans une calèche, le chevalier confirme leur mission. Ils sont à la recherche d'une apprentie prêtresse aux cheveux roses. Quand Achille suggère de manger la prêtresse, le chevalier se met à transpirer à grosses gouttes, se remémorant les destructions passées d'Achille, et demandant nerveusement quel genre de problème elle prépare cette fois-ci. L'expression du chevalier montre qu'il est incroyablement anxieux à propos de cette quête mystérieuse. Achille décide de garder son plan secret, toujours incertaine si l'héroïne du livre peut réellement sauver son grand-père. D'un geste rapide, Achille ferme sa bouche, gardant ses intentions scellées tandis que le chevalier regarde avec confusion. À l'intérieur de la calèche, le chevalier se tourne vers Achille et lui demande ce qu'elle pense qu'il devrait faire. Leur voyage les mène à un temple magnifique et imposant. Une main claque une pile de documents sur un bureau avec frustration. Un homme aux cheveux gris en robe blanche déplore son manque de fonds, s'étant attendu à exploiter des enfants nobles, pour des donations plutôt que de pauvres orphelins. Il lit une liste avec colère, furieux d'être coincé avec des orphelins des bidonvilles. Il se souvient d'un homme étrange aux cheveux roux, lui donnant de l'argent pour le débarrasser d'une certaine Souillon. Un aide annonce des visiteurs, et l'homme aux cheveux gris se demande si quelqu'un a des ennuis. En entendant le nom Séléna, il ricane, se souvenant d'une gamine insolente, tandis qu'une petite fille aux cheveux roses se tient humblement devant lui. L'homme est assis dans son bureau, se demandant qui pourrait bien vouloir prendre en charge une telle enfant. En apprenant que les visiteurs sont de la maison Moonref, son comportement change instantanément, et il exige de savoir pourquoi on ne le lui a pas dit plus tôt. Un sourire cupide s'étale sur son visage, tandis qu'il se hâte de partir, pensant qu'une maison ducale reste une maison ducale, aussi ruinée soit-elle. Saluant le chevalier, l'homme confirme qu'il cherche Séléna et demande avec une innocence feinte comment ils ont eu connaissance d'elle. Le chevalier explique que Séléna a laissé une profonde impression sur son maître, tandis qu'Achille mange joyeusement des fraises à table. Le prêtre prétend que Séléna est une enfant gentille, mais regrette de devoir annoncer que quelqu'un a déjà demandé à la prendre. Le chevalier semble préoccupé tandis qu'Achille se redresse, certaine que c'est la fille qu'il recherche. Le prêtre se caresse le menton avec un sourire sinistre, se demandant comment gérer cette situation où deux parties veulent la même enfant. Il déclare hypocritement que la priorité absolue du temple est le bonheur des enfants, ce à quoi le chevalier acquiesce sèchement. Le prêtre demande ensuite au chevalier s'il connaît la source du bonheur, et le chevalier entre dans son jeu. D'un claquement de doigts, le prêtre révèle sa philosophie. Le bonheur vient de l'argent, qui procure de beaux vêtements et de la bonne nourriture. Un montage de repas somptueux et de desserts défile rapidement, illustrant son propos. De derrière, le chevalier serre le poing de dégoût, horrifié que le prêtre utilise les enfants à des fins commerciales. Une jolie illustration montre le prêtre avide, se frottant les mains joyeusement tandis que le chevalier se tient à ses côtés, totalement agacé. Le prêtre présente un petit sac de pièces, ricanant que ce n'est pas du tout suffisant pour rendre un enfant heureux. Lorsque le chevalier propose d'en apporter davantage plus tard, le prêtre le réprimande, déclarant que le bonheur ne s'achète pas à crédit. Tude! Achille pose une énorme pièce d'or sur la table, stupéfiant le chevalier qui reconnaît le jouet. Le prêtre s'émerveille devant la pièce, louant l'astucieux animal de compagnie, et demandant si le cadeau est pour lui, ce à quoi Achille répond joyeusement « Oui ». Avec un sourire avide, le prêtre aux cheveux gris accepte avec gratitude les pièces d'or étincelantes. Le prêtre ordonne de faire venir Séléna immédiatement, tandis que le chevalier se demande si ses yeux le trompent à propos de la pièce. Achille demande fièrement au chevalier déconcerté s'il a fait du bon travail, tandis que celui-ci lutte intérieurement avec son traumatisme reptilien. Crash!
Les portes s'ouvrent en grand, tandis qu'une voix crie de la laisser partir immédiatement. Une cascade de beaux cheveux roses emplit la scène, remarquée pour son apparence délicate et fluide. Une jeune fille au... La scène se déplace vers l'extérieur d'un grand manoir. Un flashback commence, expliquant que la fille aux cheveux roses était autrefois une employée de bureau ordinaire en Corée du Sud. En tant que femme aux cheveux bruns, elle se tient dans une rue de la ville, regardant son téléphone quand quelque chose se produit en un éclair. Se réveillant en tant que fille aux cheveux roses dans une chambre somptueuse, elle maudit le camion de la réincarnation, réalisant qu'elle a possédé l'héroïne du roman. Elle se remémore une scène du roman où l'héroïne étreint en pleurs un homme blond. De retour dans sa nouvelle réalité, la jeune fille, Selena, est amenée devant le prêtre, pensant que cette rencontre arrive trop tôt. Les yeux de Selena se plissent alors qu'elle envisage la possibilité choquante de la présence d'un autre transmigrateur. Observant le chevalier et Achille, Selena se dit que l'homme n'a pas l'air d'un pervers. Achille est assis innocemment sur la coudoir, entouré d'une aura rose et fleurie. La scène se déplace vers une calèche ornée attendant dans un jardin ensoleillé. Selena identifie la créature par ses écailles noires et un fragment de coquille d'œuf comme Achille, le bébé dragon de l'histoire originale. Achille fixe le regard en avant avec de grands yeux roses innocents. Maintenant, à l'intérieur de la calèche, Selena est assise en face d'Achille, se demandant pourquoi les événements de l'histoire sont en train de changer. Elle se souvient d'Achille du roman, crachant du feu et tuant des chevaliers immédiatement après avoir été invoqué. Convaincue que l'intrigue a mal tourné, elle conclut qu'Achille doit être un transmigrateur ou un réincarnateur. Une illustration montre sa dévotion pour l'histoire originale, qui note que l'héroïne transmigratrice panique souvent lorsque l'intrigue dévie. Alors qu'Achille émet un petit son, Selena le fixe intensément, essayant de comprendre ce qu'il essaye de communiquer. Achille se déclare le chef de Moonrefe, laissant Selena stupéfaite et se demandant si c'est un jeu de pouvoir. Selena demande nerveusement à Achille ce qu'il lui veut, essayant de calmer ses propres peurs. Sachant qu'Achille est un dragon féroce, elle réalise qu'elle doit décider si elle va se battre contre lui pour son rôle d'héroïne. Son expression se durcit de détermination tandis qu'elle contemple son prochain mouvement. Elle se rappelle le plan original de prendre soin du protagoniste masculin et de s'échapper, mais cela change tout. Avec une résolution retrouvée, elle lève la main, choisissant un nouveau chemin. Achille penche la tête curieusement, tandis que Selena médite que le monde est de toute façon destiné à tourner autour de cette créature. Selena fixe le regard en avant, sa résolution étant maintenant ferme et inébranlable. La scène revient au présent alors qu'Achille se dandine jusqu'au chevet, annonçant son arrivée à son grand-père. Au chevet du noble empoisonné, le jeune garçon blond questionne les capacités d'une simple apprentie prêtre. L'aide aux lunettes exprime son scepticisme, affirmant qu'un véritable pouvoir divin aurait déjà élevé son rang, au rang de prêtre ou de sainte. Avec un soupir, elle s'approche du lit tandis que le chevalier et l'aide la regardent avec prudence. Jurant d'utiliser tout le pouvoir qu'elle a caché, Selena déchaîne un torrent brillant d'énergie divine dorée. Le chevalier et l'aide à l'aide d'étonnement, reconnaissant le pouvoir divin tandis que l'aide supplie désespérément que cela fonctionne. Le jeune garçon sourit d'un air suffisant, Achille s'émerveille des étincelles, et Selena réalise que le poison est trop fort pour que son corps actuel, sous-développé, le purifie entièrement. S'efforçant avec un effort immense, Selena serre les dents tandis que la lumière purificatrice s'intensifie autour d'elle. Elle conclut que le poison est trop puissant pour être purifié en une seule journée, et sait qu'elle doit s'échapper avant le coucher du soleil. Achille crie d'alarme près de la tête du noble immobile, attirant l'attention du jeune garçon blond. Les yeux du noble moustachu s'ouvrent en battant des paupières, alors qu'il se demande faiblement s'il est mort. De son point de vue, il lève les yeux vers les visages de sa famille, Achille et Selena, demandant à nouveau s'il est mort. Maintenant éveillé, il commente ironiquement avoir été sauvé par un lézard, tandis que l'aide exprime son soulagement. Le jeune garçon blond essuie une larme de son œil, murmurant des excuses. Le noble regarde la fille aux cheveux roses, réalisant que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Selena tousse maladroitement dans sa main, détournant le regard avec une expression embarrassée. Le noble remercie Selena pour ses efforts et promet qu'elle sera généreusement récompensée pour sa peine. Le jeune garçon blond note sombrement que du poison demeure toujours dans le corps de Lord Elkai, ce qui fait qu'Achille lève les yeux sous le choc. Selena observe avec une expression inquiète, se demandant pourquoi ce genre de situation compliquée lui arrive encore. Craignant que devenir la sainte ne la lie au protagoniste masculin et ne conduise à ce qu'Achille la tue, Selena résout d'éviter ce destin à tout prix. Refusant l'offre de récompense, Selena informe le noble alité qu'elle a une seule requête à la place. En continuant,
Elle leur demande de ne révéler à personne son pouvoir divin, et ajoute qu'il y a une autre chose. La présence d'Achille l'interrompt, faisant baisser le regard à Séléna avec surprise et demander « Quoi ?» Elle explique sa requête, révélant qu'elle ne veut pas retourner à l'endroit où des silhouettes obscures se moquaient toujours d'elle parce qu'elle était une orpheline des bidonvilles. Séléna déclare audacieusement que, puisque Lord Asile a reconnu sa valeur, elle souhaite lui rendre sa gentillesse en le servant directement. Regardant directement la famille du noble, elle leur demande formellement de l'accepter comme assistante d'Achille, tandis que le petit dragon lève les yeux tendrement. L'aide de camp remercie tout le monde pour leur travail acharné tard dans la nuit, alors que le groupe se tient près d'une grande double porte. S'adressant à Séléna et au jeune garçon blond, l'aide de camp suggère qu'ils devraient tous deux se reposer. Achille observe nerveusement, se rappelant l'avertissement de sa mère concernant l'héroïne humaine, et se demandant pourquoi elle voudrait être sa servante. Le jeune garçon blond dit à Séléna qu'il existe d'autres façons de la récompenser, lui offrant l'option de refuser sa propre requête. Achille l'interrompt, s'adressant au garçon comme « Marie » et lui demandant s'il a trouvé la personne qui a empoisonné leur grand-père. Le garçon admet tristement qu'il n'a pas encore trouvé le coupable, se sentant pathétique de n'avoir rien accompli pendant son absence, ce qui inquiète Achille. Dans un mignon flashback, Achille se souvient du chevalier, rapportant que le coupable présumé avait disparu. Le visage du garçon s'assombrit alors qu'il blâme une femme nommée Bianthe d'avoir entraîné tout le monde sur les terrains de chasse et causé ce problème. Achille remarque que le fils du grand-père est également étrange, ce qui pousse le garçon à demander comment il le sait. Achille proclame fièrement qu'il sait tout. Le garçon blond fixe avec choc la déclaration surprenante d'Achille. Se détournant, le garçon prend une boisson et conclut silencieusement qu'Achille doit être épuisé. Avec une expression douce, le jeune garçon blond remercie silencieusement Achille d'avoir sauvé son grand-père. Achille se lève avec une détermination retrouvée, prête à l'action. Se souvenant que le suspect avait disparu près de la grange extérieure, Achille se faufile discrètement dans la pièce pendant qu'un lapin blanc dort sur un canapé. La scène se déplace vers une vue panoramique du domaine éclairé par la lune et de la ville environnante. Un portail violet tourbillonnant se matérialise et Achille s'en approche. Portant désormais une adorable cape d'hiver à capuche, Achille semble prête pour une nuit froide. Achille retire une couverture d'un lapin blanc endormi, qui se réveille avec un regard interrogateur. Les deux amis s'élancent ensemble, Achille déclarant que s'ils partent maintenant, ils seront de retour à temps. Hurlements! Un vent froid souffle, alors que la scène passe à un paysage enneigé et désolé la nuit. Arrivant à une grange isolée, Achille se demande si c'est le bon endroit, se souvenant des rumeurs d'une tour effrayante à proximité et cherchant nerveusement des fantômes. Soudainement effrayé, Achille regarde en arrière avec alarme, tandis que le lapin s'écrie « Kiou !» Tous deux semblent étourdis et confus, après leur frayeur soudaine. Entourés de fantômes effrayants, Achille et le lapin crient de terreur tandis qu'un renard observe calmement depuis un tas de foin. Avec un poli yip et aouh, le renard dit calmement à la paire effrayée qu'ils sont trop bruyants. Le renard saute et s'approche d'eux, demandant s'il peut poser une question tandis qu'Achille et le lapin observent nerveusement. Se souvenant d'un portrait que Dylan lui avait montré, Achille décrit l'apparence de la femme qui a empoisonné son grand-père. Déclarant que la femme est celle qui a rendu son grand-père malade, Achille annonce qu'il va la trouver et lui donner une leçon, s'enfuyant avec le renard. Le renard identifie Achille comme la bête divine dont on parle, mais l'appelle un vilain lézard, offensant Achille, qui crie qu'il n'est pas vilain. Achille invite avec enthousiasme le renard à se joindre à sa mission, et le trio quitte la grange. Voyageant à travers les bois enneigés, Achille remarque que l'odeur de son mari est plus forte ici, et se demande s'il était là récemment. À l'intérieur d'un abri rudimentaire, le renard trouve une femme aux cheveux bruns endormie et dit simplement à Achille de la prendre. Alors que le renard traîne la femme, maintenant enveloppée dans une couverture, à travers la neige, elle se réveille et demande confusément ce qu'est la créature. Achille rayonne de fierté, impatiente de présenter la coupable à son mari et à son grand-père pour être loué comme un vaillant dragon. Fredonnant joyeusement, Achille traîne sa captive dans la neige, chantant une petite chanson sur le fait d'être Achille la brave et Achille la vaillante. Invisibles pour le petit dragon, deux mystérieuses figures en cape blanche marchent à travers la même forêt enneigée. Les figures encapuchonnées se disputent, l'une blâmant l'autre de ne pas avoir géré, elle, correctement, tandis que la seconde réplique que la première a abandonné son poste avec un mal de ventre. Ils aperçoivent la curieuse scène devant eux, reconnaissant la femme disparue transportée par ce qu'ils appellent une sorte de lézard. Achille lutte,
Son estomac gargouille tandis qu'il se plaint d'être trop affamé pour avoir encore de la force. Clac! Une main serre une branche d'arbre alors qu'une des figures décide qu'ils ne peuvent pas laisser la petite créature partir paisiblement. L'une des figures s'écrie « Hé, petit lézard !» ce qui fait qu'Achille s'arrête et transpire d'anxiété. Les deux silhouettes encapuchonnées observent Achille, capturé. L'une d'elles remarque sa peur, et l'autre déclare fermement que voler est mal. Boum, boum. Le cœur d'Achille bat la chamade. Elle reconnaît l'odeur de viandeté sur les silhouettes, qui exige qu'elle leur livre la femme. Achille tient bravement tête, déclarant qu'elle combattra les mauvais humains, mais l'une des silhouettes se moque de son culot. Jurant de combattre, Achille déclare qu'elle est une créature courageuse, tandis qu'une petite énergie rose, en forme de cœur, commence à se former. Peuft! Le pouvoir s'éteint, tandis qu'Achille réalise avec effroi qu'elle est trop affamée pour que son feu fonctionne. Enragé, l'un des hommes tire son épée, traitant Achille de morveuse insolente, tandis que la créature terrifiée souhaite que quelqu'un la sauve. Argue! Soudain, l'agresseur est projeté au sol, atterrissant face contre terre dans la neige. Achille lève les yeux et voit un homme blond avec une épée, se demandant qui l'a sauvé, et réalisant qu'il ressemble et sent exactement comme son mari. Le mystérieux homme blond jette un regard froid, et déterminé par-dessus son épée dans le paysage enneigé. Achille observe la silhouette encapuchonnée gisant vaincue dans la neige. En contemplant le dos de l'homme, Achille remarque qu'il semble plus jeune que son grand-père, et confirme son soupçon par un sans aucun doute. Le jeune garçon blond demande « Père ?» tandis que la scène se déplace vers une tour lointaine, où une voix se demande comment quelque chose de piégé à l'intérieur s'est échappé. La scène se déplace vers une forêt automnale, où un groupe de nobles à cheval escorte une calèche. Un homme aux cheveux bruns félicite Lord Bianté pour la chasse réussie, se corrigeant rapidement pour s'adresser à lui comme « Duc ». L'homme blond au col imprimé léopard, Bianté, sourit, déclarant que la discipline chancelante de la famille est enfin en train d'être corrigée. Bianté réfléchit avec suffisance à sa nouvelle liberté vis-à-vis du jeune duc, pensant qu'il aurait dû s'occuper de son père plus tôt. TSK. Bianté se qualifie moqueusement de cœur tendre avant d'inviter ses compagnons à boire un verre pour célébrer le beau temps. Ces hommes acceptent l'invitation avec empressement, déclarant que c'est un honneur de se joindre à lui. Chevauchant vers un grand domaine, Bianté écarte ces hommes comme des flatteurs, avant de remarquer quelque chose devant lui qui le fait marquer une pause. Bianté s'exclame « Ouistiti-tilde » en s'approchant du jeune garçon blond qui l'attend, s'adressant à lui avec condescendance comme « neveu ». Le jeune garçon accuse formellement Bianté Mounrefet d'avoir tenté d'empoisonner Lord Elcaï et déclare son intention de récupérer le titre de la famille. Bianté se moque de l'accusation, rejetant l'idée d'empoisonner son propre père comme une complète absurdité. Les yeux du jeune garçon se rétrécissent de mépris, tandis qu'il pense n'avoir jamais imaginé qu'un tel scélérat détiendrait l'honneur de leur famille. Avec un sourire suffisant, Bianté écarte nonchalamment la grave accusation. Ayant atteint sa limite, le jeune garçon se dresse au-dessus de Bianté tombé, révélant que Lord Elcaï est toujours en vie. L'un des hommes de Bianté rapporte, paniqué, que Lord Elcaï a été désintoxiqué à l'aube et que le coupable a été arrêté. Le jeune garçon confirme intérieurement sa confiance que les chevaliers captureront la femme impliquée. Bianté lance un regard furieux, son expression se tordant de rage et du choc d'être acculé. Tandis que ses compagnons l'appellent par son nom, Bianté serre les dents, réalisant qu'il ne peut pas battre en retraite et que sa vie est en jeu. Il panique, pensant qu'il pourrait perdre non seulement le titre ducal, mais aussi sa vie maintenant que sa tentative de parricide est connue. Dans un accès de désespoir, Bianté accuse le garçon, Edenver, de comploter pour le tuer en utilisant son père malade comme excuse. Un aide s'avance, déclarant que si l'effondrement du père est regrettable, certaines actions sont tout simplement inacceptables. L'aide poursuit sa trahison, se demandant comment un homme qui menacerait son propre oncle pour le pouvoir est apte à diriger la famille. Enragé, Bianté tire son épée et rallie ses derniers fidèles pour assister à la naissance d'un nouveau duc Mounrefet. Edenver pointe son épée en avant, désignant officiellement Bianté et ses partisans comme des traîtres à la famille. Argue! Les épées s'entrechoquent, tandis qu'un des gardes d'Edenver domine facilement l'un des hommes de Bianté. Avec une fureur juste, Edenver charge dans la mêlée. Edenver engage rapidement un autre traître, qui jure de frustration devant l'habileté du jeune duc. Bianté transpire, réalisant que malgré sa supériorité numérique, ses forces sont en train de perdre et font face à une mort certaine. Dans un gambit désespéré, Bianté crie à ses hommes de libérer toutes les bêtes sacrées de leur cage.
Un magnifique aigle est relâché, s'élevant dans le ciel avec un cri puissant. Les chevaliers d'Edenver lèvent les yeux avec alarme tandis que l'aigle prend son envol au-dessus d'eux. Un guépard et une lionne s'échappent de leurs enclos, rejoignant la mêlée. Choqué que Bianté lâche des bêtes sacrées, Edenver ordonne à ses hommes de tenir bon et de riposter. Une patte puissante aux griffes étendues part facilement l'épée d'un chevalier. Un chevalier lutte contre un lion massif, tandis qu'Edenver réalise que même une victoire aura un coût élevé. Cloué au sol par le lion, le chevalier désespéré appelle Lady Achille, imaginant que ses petits poings pourraient envoyer la bête voler. Alors que le lion rugit, le chevalier ferme les yeux et crie le nom de Lady Achille dans un dernier appel désespéré. Dans l'imagination du chevalier, une Achille héroïque descend des cieux, prête à sauver la situation. Boum! Un petit poing envoie le lion massif voler, sa mâchoire reculant sous le coup inattendu. Dans un flou de mouvements, 2 minuscules dragons filent dans les airs, créant de puissantes rafales de vent. Un seul Achille lumineux affronte courageusement la puissance combinée de l'aigle, du guépard et du lion. Les hommes de Bianté fuient terrifiés, criant à l'aide alors que le cours de la bataille tourne contre eux. « Où allez-vous » hurle Bianté, paniqué, essayant désespérément de rallier ses forces désertrices. Bianté tressaille de choc quand un minuscule Achille apparaît soudainement sur la tête de son cheval, le fixant du regard. Avec une fureur vertueuse, Edenver lève son épée et ordonne à ses fidèles chevaliers de capturer les traîtres. Le narrateur explique que la bataille a basculé en un instant, lorsque Bianté est désarmé, son épée volant dans les airs. L'avantage désormais acquis, les forces d'Edenver mettent le vaincu Bianté à genoux. Un par un, les vassaux qui ont perdu leur volonté de combattre sont ligotés et capturés. Finalement, le traître Bianté est capturé, faisant face à un Edenver triomphant qui a Achille perché joyeusement sur sa tête. Un des chevaliers regarde avec des larmes aux yeux, criant à ses camarades de se réjouir de leur victoire. Avec Achille sur sa tête, Edenver pousse un cri de guerre triomphant. Surpris par le bruit soudain et fort, Achille s'écrie « Waouh !» de surprise. Un minuscule Achille hoquetant tapote adorablement la tête d'Edenver, tandis que le jeune duc le regarde, légèrement hébété. Edenver prend délicatement Achille dans ses bras, un sourire doux et affectueux ornant ses lèvres. Souriant chaleureusement au petit dragon, Edenver le remercie sincèrement, l'appelant par son nom, Asile. Edenver serre Achille dans une tendre étreinte, son regard affectueux fixé sur la minuscule créature. Dans un moment émouvant, Edenver câline joyeusement le petit dragon dans ses mains. La scène se déplace vers un long couloir éclairé aux flambeaux, bordé de cellules de prison dans un donjon de pierre désolé. Enchaîné dans sa cellule, Bianté maudit le lézard maudit, blâmant Achille d'avoir contrecarré tous ses plans et causé sa chute. Bianté se souvient amèrement de son père couvrant Achille d'affection, déplorant qu'ils auraient dû se méfier du lézard depuis le début et jurant de le tuer. Avec une grimace, Bianté se demande s'il n'attendait pas simplement trop de ses machinations. Bang! Bianté se jette sur les barreaux d'une cellule adjacente, criant à son père que tout cela est de sa faute. Il s'interroge furieusement sur le favoritisme de son père, exigeant de savoir ce qu'il a gagné en ne protégeant qu'Edenver. Bianté rage que le titre de famille aurait dû être le sien après la mort de son frère, et non donné à un enfant, et demande s'il a tort. Dans un flashback, Lord Elcaï demande à son fils s'il se souvient avoir été envoyé avec Edenver dans les plaines enneigées. Bianté se souvient de l'épreuve. Survivre un mois dans le château stérile pour devenir le prochain duc, se rappelant comment Edenver s'est effondré et a dû être ramené. Son père lui demande s'il sait pourquoi Edenver est revenu porter sur le dos de quelqu'un, mais Bianté ricane, qualifiant cela de signe de faiblesse et de folie de le faire duc. Lord Elcaï révèle qu'il a envoyé un chevalier déguisé pour les tester tous les deux, choquant Bianté par cette révélation. Il accuse Bianté non seulement d'avoir chassé l'homme, mais aussi de l'avoir enterré dans la neige pour que sa mort passe inaperçue. En revanche, il révèle que le généreux Edenver a partagé sa nourriture et se demande comment un homme égoïste comme Bianté pourrait un jour diriger la famille. Bianté tente de donner des excuses, affirmant qu'il ne savait pas que l'homme venait de leur terre, mais son père lui crie d'arrêter. Ajustant son costume avec une froide finalité, Lord Elcaï déclare que c'est assez maintenant. Citant leur relation passée, Lord Elcaï présente un poignard et ordonne à Bianté de se donner la mort. Le visage de Bianté se tord de pure terreur et d'incrédulité face à l'horrible ordre de son père. Alors que son père s'éloigne, Bianté supplie désespérément, demandant comment il a pu faire ça à son propre fils.
Lord Elkay s'arrête, notant qu'il était toujours là en regardant un portrait encadré du renard. Tenant le poignard, Vianté s'effondre contre les barreaux de la cellule, éclatant d'un rire fou et désespéré. Il se moque d'être jugé inapte pour une raison si triviale, souhaitant amèrement avoir connu la vérité de l'épreuve. Entendant des pas, l'expression de Vianté se durcit, alors qu'il aperçoit un garde et complote de le tuer pour la clé. Alors qu'une silhouette encapuchonnée approche, Vianté serre le poignard, leur faisant signe de s'approcher pour son embuscade. Vianté se lève, le visage sombre et résolu alors qu'il se prépare à agir. Il s'arrête net, reconnaissant la voix de la personne et l'appelant prudemment « frère ». Vianté est sidéré de voir un homme blond familier sous une cape, qui le salue calmement, confirmant que ça fait longtemps. L'homme à l'extérieur de la cellule se révèle être le frère cadet de Vianté, laissant Vianté en état de choc. Vianté se souvient que son frère a été emprisonné après avoir mis en colère une bête divine, juste au moment où l'homme sort un poignard, déclarant Vianté un fardeau. Paniqué, Vianté balbutie suppliant son frère d'attendre un instant. Alors que son frère lève le poignard, Vianté le supplie désespérément de l'écouter juste une seconde. Un éclat froid et déterminé apparaît dans les yeux violets de son frère, alors qu'il se prépare à frapper. Dans un jet de sang, l'homme encapuchonné enfonce une lame dans Vianté, qui allait « frère », avec incrédulité. UGH. Vianté gémit d'agonie, s'effondrant à genoux tandis que la lame est retirée de sa poitrine. Le frère encapuchonné saisit le Vianté affaibli à travers les barreaux, le maintenant debout, tandis que la vie s'éteint de ses yeux. Avec une froide finalité, le frère fait ses adieux à son frère, incompétent, laissant le Vianté désormais sans vie tomber sur le sol du donjon. S'éloignant de la cellule, l'homme blond regrette intérieurement d'avoir livré cette femme à Edenver, souhaitant l'avoir tuée lui-même. Alors que le petit renard du portrait frotte sa jambe, l'homme commente que cela a inutilement compliqué les choses. Il s'adoucit ensuite, se penchant pour caresser doucement la tête du renard joyeux. L'homme décide qu'ils iront à la capitale, ses pensées se tournant vers « mon fils », tandis que le renard lève les yeux avec interrogation. Jurant d'aider son fils, il s'avance d'un pas déterminé, le long du long couloir, le renard loyal trottant derrière lui. La scène se déplace vers une pièce lumineuse et somptueusement décorée, dotée d'un élégant comptoir à dessert. À une table chargée de gâteaux et de thé, une voix demande si tout le monde a entendu les dernières nouvelles. Un groupe de nobles femmes bavardent autour d'un thé, l'une demandant perfidement si la famille ducale de Moonlépée a enfin connu sa chute. Une autre femme remarque qu'elle savait que des problèmes se préparaient dès que le duc a décidé de convoquer un monstre. Une femme en robe rouge réprimande leur ignorance, annonçant de manière dramatique qu'une guerre civile a éclaté à Moonlépée. Elle clarifie que le monstre convoqué par le duc a combattu à lui seul des centaines de chevaliers, écrasant la rébellion, tandis qu'un énorme dragon violet domine la scène imaginée. Les autres dames sont stupéfaites, l'une se demandant pourquoi un monstre aussi puissant n'avait pas été désigné bête divine plus tôt. Un montage illustratif montre le puissant dragon crachant du feu sans magie et fracassant une porte en orichalque. L'histoire poursuit que la bête redoutable porte un lapin comme en cas d'urgence, et est sur le point de devenir la nouvelle bête divine de Moonlépée. Indignées, les femmes déclarent inacceptable qu'un monstre de lignée inconnue devienne une bête divine, et décident de faire une pétition à la famille impériale. Leurs sentiments collectifs résonnent dans le ciel. Elles doivent protester pour empêcher la reconnaissance officielle de la bête. L'histoire se déplace vers un magnifique palais orné d'or sous un ciel bleu clair. Une femme aux cheveux bleus sourit narquoisement depuis son trône, se demandant si le monstre du duc de Moonlépée est vraiment aussi puissant que les rumeurs le disent. Identifiée comme la troisième princesse, Yocast Linaliop, elle se demande coquettement si la bête est assez forte pour justifier sa proposition de mariage rejetée. Surprise par l'intensité de la princesse, une servante laisse tomber une tasse de thé avec un cliquetis, lui valant un regard acéré. Ah ! La princesse frappe violemment la femme de chambre, la faisant s'étaler sur le sol. Pointant un doigt impérieux, la princesse aborde froidement le péché de la servante. Alors que la servante terrifiée est emmenée par des gardes, suppliant pour sa vie, la princesse décrète qu'elle paiera son erreur de sa vie. Balayant l'incident, la princesse se penche en arrière sur son trône, déterminée à témoigner de la force du monstre de ses propres yeux. Une nouvelle servante suggère habilement d'inviter le duc au prochain banquet d'anniversaire de la princesse, une idée qui enchante son Altesse. L'expression de la princesse Yocast s'assombrit alors qu'elle avertit la servante de ne pas donner de mauvaises excuses, puis la condamne elle aussi à l'exécution, laissant la servante figée de terreur. La deuxième servante s'effondre,
implorant la clémence et admettant son péché mortel. La princesse laisse échapper un rire glaçant, demandant avec moquerie à la servante terrifiée pourquoi elle a si peur. Se calmant, elle ordonne à sa servante restante d'envoyer une invitation au duc de Munlepé pour lui et sa bête divine. Avec un sourire sinistre, la princesse Yocasta ajoute une stipulation cruciale. Même si le duc ne peut assister, la présence de la bête divine est obligatoire. La scène revient au domaine du duc, où deux servantes à l'aide de choc à la nouvelle. Un aide de camp rapporte à Edenvert qu'une lettre est arrivée directement de son Altesse, la troisième princesse. Un moment de contemplation silencieuse est montré avec un gros plan d'une tasse de thé sur une soucoupe. Tandis qu'Edenvert est assis avec un homme moustachu, l'homme explique qu'une lettre personnelle de la princesse revêt une signification particulière. L'homme demande en plaisantant à Edenvert s'il a échangé des lettres d'amour avec la princesse, surprenant le minuscule dragon Achille. Achille imagine en larmes son mari et Edenvert, tenant la main de la princesse, s'interrogeant sur leur relation. Achille s'imagine ensuite sa mère entourée d'hommes bêtes, concluant que se marier avec plusieurs partenaires est normal, juste avant qu'Edenvert ne nie catégoriquement avoir écrit des lettres d'amour. Edenvert s'interroge sur les motivations de la princesse pour l'invitation, déduisant que cela doit être une conséquence de son refus de sa proposition de mariage politique. L'homme moustachu est sidéré, confirmant que la princesse a fait sa demande à Edenvert, qui répond simplement « oui ». L'homme fixe sombrement la lettre scellée à la cire, un sentiment de pressentiment emplissant l'air. Il note que l'invitation prouve que la princesse n'a pas abandonné, décrivant la belle mais notoirement volatile troisième princesse, Yocasta. L'homme exprime son inquiétude que la princesse violente ait ciblé Edenvert. Mais le jeune duc le rassure de ne pas s'inquiéter. L'homme balbutie, exigeant de savoir qui Edenvert épouse, mais le jeune duc répond que le contrat n'a pas encore été rédigé. Enragé, l'homme se lève d'un bond, déclarant qu'il leur rendra personnellement visite et qualifiant un contrat de mariage de scandaleux. Avec un léger sourire, Edenvert convient que c'est en effet scandaleux, caressant Achille et pensant à lui-même que elle est une personne très scandaleuse. Un sourire satisfait illumine le visage d'Edenvert. Edenvert s'assied à une table, annonçant officiellement son projet de se rendre à la capitale. Il explique que son devoir de faire rapport sur la guerre civile et la nouvelle bête divine l'oblige à assister au banquet de la princesse. Portée par l'homme moustachu, une minuscule Achille déclare avec enthousiasme qu'elle veut rencontrer la princesse humaine. Une domestique craint que si Achille imite la princesse violente, elle ne devienne une terreur, étant donné que tout le monde s'incline déjà devant elle. Dans une scène imaginée, Achille crache du feu, se transformant en un dragon féroce, tandis qu'en réalité, Edenvert reçoit un grand bouquet de fleurs jaunes. Du haut d'un dôme de verre, Achille les presse avec impatience de se dépêcher, laissant Edenvert et l'homme moustachu s'interroger sur son enthousiasme. Alors qu'il traverse la capitale animée, Achille gazouille d'excitation depuis sa perche sur l'épaule de l'homme moustachu. Achille montre avec enthousiasme les jolis bijoux, incitant Edenvert à s'interroger sur son intérêt alors qu'ils se tiennent devant une calèche. Le regard d'Edenvert suit une femme parée de bijoux scintillants, la compréhension naissant sur son visage. Edenvert dit à une Achille rougissante qui lui est redevable pour tout, de la soumission de la bête sacrée à la fin de la guerre. Malgré des finances serrées, Edenvert serre le poing, résolvant d'acheter une boutique à Achille dans la capitale, car il veut lui donner tout ce qu'il peut. Achille pointe du doigt le collier d'une femme qui passe, notant avec enthousiasme qu'il ressemble à celui que son mari lui a offert. Avec un sourire éclatant, Achille brandit espièglement une serviette blanche. L'homme moustachu, tenant une Achille satisfaite, dit à Edenvert qu'il lui achètera quelque chose puisqu'ils sont dehors. Il s'approche d'une devanture de magasin avec une enseigne scintillante qui indique simplement « bijoux ». À l'intérieur de la boutique, une vitrine scintille de colliers ornés et de broches colorées en forme de papillon. Une vendeuse joint les mains, remarquant que la bête divine du duc a un œil pour les beaux bijoux, tandis qu'Achille virevolte autour de la vitrine. Rayonnante de joie, Achille arbore un collier en forme de cœur, des bracelets dorés et une bague en forme de fleur sur sa corne. Achille présente fièrement son nouveau look à Edenvert et à l'homme moustachu, leur demandant si elle est jolie. Une fille aux cheveux roses nommée Selena, venue soigner le poison d'Elcaï, demande un article plus petit à une vendeuse et se voit proposer une pièce sur mesure à la place. Endormie sur le comptoir de la bijouterie, Achille serre joyeusement le collier qu'elle aime. TSK King devant l'étalage de richesse, Selena s'avance et déclare à Lord Elcaï qu'elle paiera les bijoux. Un homme en tenue sacerdotale rit,
demandant à une personne invisible de transmettre sa loyauté au duc Starapite. Le prêtre aperçoit ensuite un chevalier familier à l'extérieur, et réalise avec un sourire que le duc de Manlepé est présent. Le prêtre interpelle la fille aux cheveux roses, Selena, qui se retourne avec une expression surprise. Le prêtre, à l'intérieur de la bijouterie, dit gracieusement à quelqu'un d'utiliser l'argent pour rendre Selena heureuse. Tournant son attention vers le groupe des Denver, le prêtre remarque avec dédain qu'il semble avoir assez d'argent pour le dépenser en bêtes divines. Edenver évalue froidement l'homme, l'identifiant comme un prêtre de Baran, tandis que le prêtre s'interroge silencieusement sur l'audace du duc. Lord Elkai pose une main ferme sur l'épaule d'Edenver, demandant à la duchesse Starapite d'expliquer la situation. La duchesse Starapite fait signe au prêtre, Théodore, de parler, qui leur assure avec confiance qu'ils seront stupéfaits par son histoire. Théodore révèle que le duc a demandé Selena, l'apprentie prêtresse, ce qui lui vaut un regard sérieux de sa part. Il affirme que le temple examine minutieusement toute partie recevant un enfant, mais Selena ricane intérieurement, pensant « à peine ». Théodore poursuit, déclarant que dans le cadre de leur procédure, ils ont demandé aux représentants du duc de montrer une preuve de richesse. Pointant du doigt avec colère, le prêtre accuse le chevalier de se moquer de lui en présentant un tas de bric-à-brac. Il brandit une pièce d'or, affirmant qu'elle est fausse, tandis qu'Achille regarde avec incrédulité 2 pièces identiques sur une assiette devant elle. Pipi 3. Achille tape du pied avec colère, insistant sur le fait que les pièces ne sont pas des déchets. La duchesse Tekis se demande si elle est témoin de magie de traduction, tandis qu'Achille déclare fièrement que ses professeurs de maternelle les ont toujours félicités. Enragé, Achille bombe le torse, offensé que quelqu'un insulte son trésor. Une bête divine, qui plus est. Edenver confirme qu'Achille est une bête divine, et Lord Elkai ajoute que le devoir d'un prêtre est d'en servir une, alors qu'Edenver demande froidement à Théodore s'il a qualifié le trésor d'une bête divine de bric-à-brac. Les bras croisés, Edenver presse le prêtre, confirmant qu'il croyait que le cadeau de sa mascotte était un tas de bric-à-brac. Transpirant abondamment, le prêtre admet qu'il a jeté les pièces, tandis qu'Achille regarde avec horreur. Tandis qu'une Achille, au cœur brisé, s'éloigne en flottant, Selena se tourne vers Edenver et suggère froidement d'envoyer le prêtre auprès de Dieu immédiatement. Le prêtre s'effondre, suppliant pour sa vie et promettant de refaire la bourse alors que Lord Elkai dégaine son épée. Regardant vers le bas avec une moue, Achille leur dit tranquillement d'oublier. Lord Elkai regarde avec fureur le prêtre prosterné, sa colère palpable. Le prêtre se tourne désespérément vers la duchesse Starapite, la suppliant de l'aider. Lord Elkai rengaine son épée, déclarant que le prêtre semble suffisamment réfléchir, et qu'ils en resteront là. Edenver demande froidement à la duchesse Starapite si elle serait intervenue si c'était son propre fils qui avait été insulté, ce qui la pousse à lui demander s'il lui en veut toujours. La duchesse rejette sa question, affirmant que tout cela fait partie du passé, mais le regard acéré d'Edenver suggère qu'il sait le contraire. Lord Elkai se penche, demandant à Edenver de quoi la duchesse parlait, mais Edenver secoue simplement la tête. Achille flotte en faisant la moue, déclarant que ce n'est rien et qu'ils devraient juste continuer leurs emplettes. La scène se déplace vers le vaste et orné domaine de la famille Starapite sous un ciel orange. Une femme de chambre fait irruption par un grand portail, criant avec colère. La femme de chambre confronte le duc Starapite moustachu, lui ordonnant de prendre ses responsabilités et de s'occuper du prêtre de la bijouterie. Le duc se moque de la famille Manlepé, minable, qui les menace, mais la femme explique qu'Edenver a soulevé un incident passé lors de leur confrontation. La duchesse se souvient du moment où le jeune duc a hérité de son titre, admettant qu'ils ont utilisé leur bête divine, un grand oiseau de feu, pour affronter les monstres du désert, mais les choses ont mal tourné et la moitié des chevaliers de Manlepé ont été pris dans les flammes. Dans un flashback, un jeune Edenver pointe du doigt avec accusation, tandis que la duchesse se demande pourquoi il se plaint qu'ils aient envoyé un oiseau de feu dans le désert. La duchesse dit à son mari qu'ils auraient dû écraser la famille Manlepé à l'époque, au lieu de simplement manipuler l'opinion publique, et il est d'accord. La scène passe à Achille, dormant profondément et paisiblement. Avec un sourire sinistre, la duchesse suggère d'utiliser leur bête divine pour remettre le petit lézard d'Edenver à sa place. Au milieu d'un enfer déchaîné, la duchesse jure de tout brûler à nouveau. De retour au domaine immaculé de Manlepé, une atmosphère de calme tranquille plane. Un chevalier aux cheveux bruns soupire de désespoir, alors que ses camarades gisent vaincus sur le sol, se lamentant qu'ils ont un gros problème. Achille penche la tête avec curiosité, tenant la bague fleurie qu'elle a eue à la bijouterie. Achille demande au chevalier ce qui ne va pas, et il commence à expliquer la situation avec hésitation. Edenver lit une lettre du duché de Starapite,
demandant un match d'entraînement amical entre leurs ordres de chevaliers, choquant Achille. Achille demande innocemment pourquoi ils ne peuvent pas simplement les combattre, ce qui fait gémir le chevalier de frustration. Devant ses camarades tombés, le chevalier admet qu'ils sont complètement dépassés en compétences et qu'ils jetteront la honte sur le duché et Lady Achille s'ils perdent. Un regard déterminé traverse le visage d'Achille, alors qu'elle bombe le torse avec assurance. Achille déclare fièrement qu'elle se bat super bien, mais le chevalier se contente de rire, appréciant son sentiment. Le chevalier explique gentiment qu'une bête divine ne peut pas participer à un match amical, ce qui fait baisser le moral d'Achille. Une idée frappe. Les yeux d'Achille s'illuminent alors qu'un plan brillant se forme dans son esprit. Avec une nouvelle détermination, Achille se dandine résolument vers un grand bâtiment. Achille pousse une porte massive, surprenant Lord Elcaï qui se tourne pour voir qui est entré. Lord Elcaï réprimande avec espièglerie la coquine, lui demandant où elle a laissé son duc pour venir ici seul. Il ramasse un petit morceau cassé d'une boîte sur la table, se demandant si c'est un jouet. Confus, Lord Elcaï prend Achille, examinant le petit dragon. Les chevaliers se tiennent nerveusement alors qu'une voix appelle « Lord Elcaï ». Lord Elcaï, tenant Achille, s'adresse aux chevaliers, déclarant qu'il a tout appris de leurs problèmes grâce au petit dragon en chemin. Il déclare que la façon la plus rapide de s'améliorer est par des batailles à mort, et que leur nouvel entraînement commence maintenant. Les chevaliers se tiennent au garde-à-vous, leurs expressions sombres mais résolues. Lord Elcaï tient Achille, dont les yeux brillent, et ordonne aux chevaliers de combattre la bête divine de toute leur force. Ils acceptent le défi avec empressement, désireux d'apprendre de Lady Achille. Ailleurs, une jeune fille aux cheveux bleus rit hystériquement à l'annonce qu'un « petit lézard » entraîne les chevaliers de main l'épée. Une femme de chambre incline la tête, confirmant qu'elle surveille la situation. La jeune fille aux cheveux bleus s'enquiert de la personnalité de la bête, et la femme de chambre rapporte qu'elle est impitoyable, ciblant les points faibles des chevaliers. Déçue, la jeune fille se lamente de ne pas pouvoir regarder, car le duché de Starapit a trop peur de la bête pour organiser un match. Un simple diagramme montre la dynamique du pouvoir. Achille et Edenver sont au sommet, tandis que le duc Starapit déconcerté et son phénix sont en bas. La jeune fille aux cheveux bleus referme son éventail d'un coup sec, ordonnant à sa femme de chambre de contacter les deux ducs et de leur commander d'amener leur bête divine au match. Après leur entraînement intense, les chevaliers remercient formellement Lady Achille pour son aide. Les chevaliers meurtris mais reconnaissants remercient Achille de les avoir battus sans pitié, lui présentant une boîte de jouets en signe de leur gratitude, à sa grande joie. Alors qu'Achille casse un jouet avec excitation, un chevalier remarque son plaisir, content que leurs efforts soient reconnus. La scène passe à une pièce rose somptueusement décorée. Achille se détend avec contentement, dans un grand bassin d'eau orné, émettant un doux fredonnement. Elle regarde par la fenêtre la pleine lune brillante, perdue dans ses pensées. Elle se souvient que cela faisait un moment qu'elle n'était pas venue dans le monde humain et que son anniversaire est passé récemment. Achille s'assoit soudainement bien droite dans son bain, ayant réalisé quelque chose. Tandis que la voix d'Edenver crie qu'il a oublié son anniversaire, un air de choc total apparaît sur le visage d'Achille. Une célébration d'anniversaire tardive commence avec Achille portant une serviette en guise de chapeau de fête et une part de cheesecake faisant office d'invité. Achille chante joyeusement à un petit lapin blanc qui la rejoint pour le cheesecake. Soudain, Achille s'affale dramatiquement, déclarant qu'elle en a fini avec la fête, choquant le petit lapin. Dans un charmant dessin au crayon, Achille célèbre son anniversaire, coiffé d'un chapeau de fête, entouré de cadeaux et d'amis animaux. Le joyeux souvenir s'estompe, laissant Achille pleurer amèrement sur le sol. Hésitant, Edenver se tient devant une grande porte, murmurant pour lui-même. Il serre nerveusement une boîte bleue magnifiquement décorée, son anxiété visible dans ses yeux. La boîte cadeau ornée, bleue et dorée, est montrée en détail, laissant entrevoir un cadeau précieux à l'intérieur. Edenver offre le cadeau à Achille, qui lève les yeux du sol et demande si son anniversaire est déjà passé. Avec un joyeux pépiment, Achille serre la boîte et le remercie. Clic. Elle ouvre le couvercle, ses yeux roses s'écarquillant d'un pur étonnement. À l'intérieur repose un magnifique nœud rose et noir, avec un fermoir orné de bijoux, qu'Edenver explique qu'elle peut porter autour du cou ou sur son écharpe. Achille exhibe fièrement son nouveau nœud, qui scintille brillamment sur son dos. Voltigeant joyeusement dans la pièce, Achille montre son enchantement, tandis qu'Edenver la regarde avec un sourire chaleureux et lui demande si elle aime. Un esprit panda stressé apparaît à côté d'Edenver, qui le remercie, admettant que lui offrir le cadeau était son devoir. Edenver présente ensuite un document à Achille, expliquant qu'il a enfin terminé leur contrat de mariage.
Allongé sur le ventre, Achille tient le contrat ouvert avec diligence et commence à lire. Agenouillé à côté d'elle, Edenver explique qu'il a inclus des clauses évidentes dans le contrat, juste pour la rassurer. Il hésite un instant, se préparant à expliquer la troisième clause, plus sérieuse. Edenver révèle qu'il ne peut pas avoir d'enfant et aura besoin d'un héritier adopté, mais Achille demande innocemment pourquoi il ne peut pas avoir d'enfant. La vision innocente du monde d'Achille est montrée alors qu'elle s'imagine une cigogne livrant un bébé. Un concept qui laisse un Edenver chibi sans voix. Elle se lève et fixe Edenver, ses yeux grands ouverts de curiosité. Son expression est soulignée comme étant purement innocente, bien qu'un point d'interrogation insinue la complexité de la situation. Méditant sur son innocence, Edenver regarde le petit dragon tenant le contrat. Il continue de s'agenouiller, contemplant silencieusement comment aborder le sujet délicat. Soudain, les yeux d'Achille s'illuminent d'une nouvelle idée, pensant qu'elle va juste rentrer chez elle. Pour l'instant, Achille évite habilement la conversation, et Edenver sourit en connaisseur. Edenver décide de l'expliquer plus tard, tandis qu'Achille utilise sa bague pour sceller le contrat, confirmant leur accord. Les papiers signés, Edenver annonce que leur contrat est désormais officiel. Il ajoute ensuite avec amour qu'il la demandera en mariage correctement dès qu'elle sera adulte. Épuisé par les événements de la journée, Achille pousse un grand bâillement somnolent. Edenver l'aborde doucement, lui disant de dormir, et elle acquiesce doucement. Tandis qu'elle s'endort, une seule pensée demeure. Mon partenaire. Edenver veille sur Achille endormi et son ami lapin avec un regard de profonde affection. La scène s'estompe vers le ciel à mesure que le temps passe. Tandis que les nuages défilent, le jour du match amical arrive enfin. Une grande arène blanche est prête, entourée des couleurs de l'automne. À l'intérieur, 2 spectateurs commentent la foule immense, soulignant le comportement excessif du duc Starapite. Une autre paire de participants cancane, certaine que cette large audience a été arrangée pour humilier publiquement la famille Moonlepé. Murmure. Entendant quelqu'un noter les cotes élevés pour parier sur Moonlepé, Selena écoute attentivement. Un sourire confiant apparaît sur le visage de Selena, alors qu'elle décide qu'elle sera celle qui encaissera ce pari gagnant. Ailleurs, le duc Starapite moustachu est assis les bras croisés, pensant que quelqu'un semble tramer quelque chose. Selena administre un traitement au duc Starapite qui nie comploter quoi que ce soit. Baiser. Le duc rapproche en jouant des poupées de Selena et d'un jeune homme blond, faisant penser à Selena qu'il essaie effrontément de les caser. Se tournant vers le jeune homme blond, Selena rejette avec véhémence l'idée, déclarant qu'elle est destinée à manger son mari et préférerait boire du poison. Le duc soupire, qualifiant cela de honte, tandis que Selena est assise à côté de lui, pensant qu'elle avait raison de se méfier. Avec sa femme de chambre à proximité, Selena se résout à être plus méfiante, envisageant même de déménager à l'étranger pour échapper aux tentatives de mariage arrangées. Ses plans se heurtent à un obstacle, alors qu'elle commence immédiatement à s'inquiéter de la façon dont elle pourra s'offrir un tel voyage. Une idée lui vient, et Selena commence à prendre des paris avec enthousiasme, offrant un gain décuplé pour une victoire de Moonlepé afin d'attirer les gens. Un homme s'interroge sur l'énorme différence de cote entre les 2 maisons ducales. Il se moque et refuse de parier, qualifiant cela de gaspillage d'argent, tandis que Selena garde un sourire agréable. Alors que Selena encourage intérieurement les gens à parier sur Starapite, une jeune fille encapuchonnée aux cheveux bleus s'avance et place calmement un pari de 3 millions d'or, stupéfiant Selena. La jeune fille aux cheveux bleus, la princesse Yocasta, sourit et déclare qu'elle parie sur Moonlepé, ce qui fait que Selena la fixe, les yeux écarquillés de reconnaissance. Une mystérieuse jeune fille aux cheveux bleus, encapuchonnée, sourit sournoisement, tandis qu'une voix l'appelle par son nom. Princesse Yocaste.